collaboration avec la Savane des Esclaves, en collaboration avec Desil Beauty. Chez Desil Beauty, la beauté est un art. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission De vous à nous. Aujourd'hui, je reçois un passionné de la mer. Il est marin-pêcheur professionnel depuis 2007 avec un certificat de capacité et sapeur-pompier professionnel. Également. Bienvenue à Christophe Valéjo. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment tu vas? Ma foi, on essaie de faire aller. Alors, je l'appelle Christophe, mais son surnom c'est Titoff. Il est venu accompagné de son père, Monsieur Valéjo. Bonjour Monsieur Valéjo. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, ça va. Je vois que vous allez bien. Vous êtes un beau garçon, sachez-le. Je me permets, hein. Je peux. Bien. Bien sûr. Ah, tu es fier, justement, d'avoir un tel père aussi beau? Extrêmement fier. En quoi? Mais je peux aussi rajouter que, en termes de qualité, il n'y a pas que sa beauté. Je peux dire que c'est un homme bon, patient, qui aime beaucoup ses enfants, qui aime sa famille, qui a une notion forte en ce qui concerne la famille et qui m'a appris tout ce que je sais. On appelle ça l'équilibre. Tu as commencé le karaté en 1989. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport à ce moment-là et comment cela a-t-il influencé ton parcours? On va dire qu'il s'agit d'une discipline qui était aussi pratiquée par mon père, Ok. qui était professeur de karaté, Ok. qui a eu l'occasion de faire aussi des compétitions et de remporter aussi certaines compétitions, dont certains championnats de Martinique de karaté. Donc, naturellement, le jeune fils qui idolâtre son père, là, c'est même pas le concept de d'Oedipe, puisque le concept de d'Oedipe vis-à-vis des jeunes petits garçons, ils sont plutôt amoureux de leur mère, mais là, ça serait plutôt du père. Donc, j'ai tenu à entrer dans le sillage de papa, D'accord. qui m'a appris à faire du karaté. Te demander quelle ceinture? Ben, je suis arrivé à ceinture marron. Et vous, monsieur, quelle ceinture? Wow, déjà. Je le savais. Pourquoi je pose la question? Parce que je ressens, je dis que le sport, ça maintient. Bien, mais en quoi, justement, le fait d'avoir fait du karaté a influencé ton parcours actuel? Ben, le karaté, c'est une activité quand même physique et sportive. Il faut dire aussi que lorsqu'on s'entraîne, il y a différentes techniques de respiration, où on travaille beaucoup le diaphragme, en donnant les coups, en contractant, etc. Et je pense aussi qu'il est essentiel pour nos jeunes enfants d'avoir une activité, un sport de combat ou encore un art martial qui leur apprend dès leur plus jeune âge à se battre, à se défendre. Voilà. À se dépasser. Aujourd'hui, les enfants sont souvent devant leur téléphone ou encore devant le petit écran, un peu plus devant le téléphone. Ils en oublient les activités sportives du mercredi. Et extérieur, tout à fait. Bien sûr. En 1997, tu as découvert ta capacité pulmonaire exceptionnelle. Comment as-tu réagi à cette nouvelle et quel impact cela a-t-il eu sur ta pratique sportive? Ben, personnellement, je me suis toujours considéré comme un individu lambda, c'est-à-dire comme tout le monde, sinon plutôt en dessous, c'est-à-dire quelqu'un de médiocre. Malheureusement, c'est toujours comme ça que je me suis vu. Voilà. Et de là qu'on me parle de capacité pulmonaire, à l'époque, ça commence à 8,64 litres, et après, elle a évolué à 10,10 litres. Donc, j'ai pas compris, en sachant qu'à l'époque, on avait aussi un champion du monde cubain qui s'appelait Pipin, ou encore Pipine. Et je me suis dit, quand même, et lui, il avait 9,84 litres. Mais après, si vous voulez, la capacité pulmonaire, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui fait tout. Voilà. C'est comme si on a une voiture qui a un réservoir d'essence. Il y a certains qui ont un réservoir d'essence de 10 litres et d'autres ont un réservoir d'essence de 5 litres. Après, si on a une petite Twingo, la petite Twingo, même si elle a un petit réservoir, ira peut-être plus loin que la grosse voiture qui a quand même un gros réservoir. Après, ça défend. Après, on peut entrer dans la discipline aussi au niveau de l'apnée ou de la pêche. Voilà. Il peut y avoir des apnées dynamiques, des apnées en point constant et un no limite. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Ben justement, on va parler de l'apnée. Parlons de ton engagement dans la chasse sous-marine et l'apnée en tant que vice-président de la commission chasse sous-marine et apnée au Corema. Quel changement ou projet as-tu initié pour développer
très cher. Ces disciplines en Martinique. Il faut dire qu'à l'époque, l'apnée n'était pas très répandue à la Martinique. Et vous savez, je suis un passionné et je suis également perfectionniste avec une forte idéologie par rapport à mon pays, la Martinique. Et déjà à l'époque, on entendait un petit peu parler de personnes qui faisaient des syncopes ou encore qui décédaient en mer. Donc naturellement, j'ai eu l'idée et aussi l'envie, en gros, de protéger mon peuple en apportant mon savoir. Et il m'est venu naturellement l'idée de proposer à l'époque au Corima que l'on puisse organiser une formation validante en ce qui concerne soit l'initiateur de pêche sous-marine et d'apnée ou encore le monitorat de pêche sous-marine et apnée. Il y avait aussi des instituteurs, mais c'est venu se greffer, il me semble, par la suite. Donc, il nous a d'abord fallu valider réglementairement différents niveaux d'apnée, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, où nous avons pu, à travers ces formations, vivre des aventures formidables entre nous, et également tisser des liens. Et ne voilà-t-il pas que ce fameux monitorat a eu lieu à l'UCPA, où il y a eu des moniteurs fédéraux d'apnée et de pêche sous-marine, ainsi que des initiateurs à la Martinique. Tu as fait des rencontres extraordinaires, mais et quel a été ton plus grand défi dans cet examen? Parce que tu as passé un examen où tu as reçu des certifications en apnée et chasse sous-marine, mais il y a des défis, c'est obligatoire. Vous voulez que je vous dise sincèrement? Vous voulez être honnête? Bon, c'était sympathique. Je me suis amusé. J'ai rencontré des personnes, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Et la cuisine à l'UCPA aussi était bonne. Non, on s'est bien amusé. En plus, on avait des candidats de la Guadeloupe qui étaient venus. Hein. Les rencontres, donc. Oui, tout à fait. Tu as réussi à obtenir tes certifications en apnée et chasse sous-marine en 2000. Je vais te demander quel a été le plus grand défi dans cet examen, parce que avoir des certifications, pour toi, ça semble être simple, mais pas tant que ça. Ben oui, mais tu veux que je te réponde sincèrement? Oui. Tu es sûr? Certaine. Bon. Ben, entre nous, ça a été normal. Puisqu'on avait quand même 2-3 examens. Il faut dire aussi qu'à l'époque, que j'étudiais déjà un petit peu, puisque j'étais en STAPS. Donc, il y a certaines choses qui m'étaient évidentes. Et après, au niveau des aptitudes physiques, pour valider, par exemple, l'examen, il fallait faire, je crois, une descente en poids constant à 30 mètres. Bon, les 30 mètres, je les maîtrisais depuis déjà des années. Après, au niveau des cours théoriques et en secourisme, bon, ça allait, quoi. Est-ce que tu conçois que tout le monde n'a pas cette capacité, très cher? Normalement, tout homme normalement constitué peut descendre à 50 mètres, s'il fait ce qu'il faut. D'accord. S'il Bien. s'entraîne, s'il y a une hygiène, mais peut-être que les gens ne le savent pas. Ils le savent Donc, peut-être pas. Par rapport à ça, je n'ai pas forcément quelque chose d'exceptionnel, en plus que quelqu'un d'autre. Nous arrivons donc à ton expérience de sapeur-pompier. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir sapeur-pompier professionnel et passer ce concours? Ben, vous savez, l'expérience sapeur-pompier, c'est venu par rapport à la pêche. Parce que justement, durant ce monitorat, j'avais un ami que je considérais comme un frère. Hein. Et d'ailleurs, il s'appelait Marc Edmond. Et c'était le genre de mec, des fois, qui arrivait à 5 heures chez toi, qui sonne. On se dit, bon Dieu, qui se passe à 5 heures du matin, qui sonne. Hello, Christophe, ça va? Donc, vous voyez, sincèrement, c'était le bon pote. Et une fois, on a eu... d'ailleurs, on a été 2 seulement à voir le monitorat de pêche. C'était Marc et moi. Alors qu'il y avait, il me semble, à peu près peut-être une quinzaine de participants, ou un peu moins. Et on a eu à faire une partie de pêche sur le bateau d'un ami. Voilà. Je me rappelle que ce jour-là, il y avait beaucoup de poissons. On était sur un sec au large où, on va dire que le plateau était à 28 mètres quand même. Et en pêchant, il a suivi un poisson. Il est un petit peu... Bon, c'est comme ça que je le vois. Il est un petit peu forcé. Donc, je l'ai raccompagné. J'ai récupéré le poisson. Et après, j'ai été rejoindre l'autre compère. Donc, il s'est mis sur le bateau. Il s'est reposé. Et le temps de rejoindre l'autre compère, on regarde sur le bateau, on ne le voit plus. On le cherche et on se rend compte, parce que ce jour-là, l'eau était très claire, on se rend compte qu'il est au fond, sur le dos.
Oh là, l'horreur. avec un peu de sang qui sortait de la bouche. Mais ça, je me suis rendu compte lorsque je suis descendu. Et là, il m'a fallu le récupérer à cette profondeur, où il m'a fallu quand même attacher une corde dans sa ceinture, il m'a fallu le ramener, il m'a fallu l'amener au bateau. Et là, j'ai entamé Les premiers gestes. les premiers gestes de secours. Et à ce moment-là, on a quand même accéléré destination vers la terre. Et durant tout le voyage, j'étais en train de masser. Et j'étais tellement dans mon truc que en arrivant, j'avais eu les genoux en sang parce que je ne sentais rien. Et je l'ai massé dans son sang et dans son vomi. Malheureusement, je sais que c'est un petit peu grave à dire. Et malheureusement, je suis quelqu'un, je pense être un homme ambitieux qui se donne toujours les moyens pour réussir, avec des prédispositions, certes, ce qui a facilité beaucoup de choses, mais le fait de ressentir cette impuissance devant la mort, c'est-à-dire le Titov qui réussit partout, qui ne réussit pas à sauver son ami cher, de là, il y a eu des questions qui ont commencé à fuser, vous savez, un petit peu comme une arborescence de partout, et je n'avais pas de réponse. Et du coup, j'ai eu naturellement l'envie, en guise de revanche, de devenir sapeur-pompier pour sauver des vies. Et notamment sapeur-pompier dans le milieu marin et nautique. Donc j'ai un petit peu hésité entre, pourquoi pas professeur de sport, et pourquoi pas sapeur-pompier. Mais entre nous, je vais vous dire un petit secret, parce que c'est vrai que j'étais en STAPS, hein, mais j'avais aussi un idole qu'on appelle Ernesto Saint-Fort, guadeloupéen, hein, qui était très très fort, qui était dans l'équipe de pêche profonde pour les compétitions. Et lorsque je suis arrivé en Guadeloupe, vous supposez, le gars à la pêche avec Ernesto, Toto, qu'on aura sûrement l'occasion de connaître par la suite. Et ne voilà-t-il pas qu'un de ces quatre, il y a un ami qui passe à la maison et qui me dit « Mais Christophe, il y a un concours de sapeurs-pompiers. » Et le fait qu'il y ait cette annonce-là, alors que je ne le savais pas, je l'ai pris comme un signe de la destinée, comme une réponse à toutes les interrogations que je pouvais nourrir en moi de manière intrinsèque. Eh bien, comment la gestion des interventions en mer se distingue-t-elle de celle sur Terre selon ton expérience? Selon mon expérience, bon, je pense que nous sommes des hommes. Et sur Terre, nous sommes chez nous. Tout à fait. Dans l'eau, nous ne sommes pas chez nous. Nous nous retrouvons confrontés à un milieu hostile, où il y a des courants, où il y a de la houle, où il y a la température de l'eau, où il y a des bébêtes un peu partout. Il y a des méduses et autres. Et par rapport à ça, cela crée une difficulté. D'autant qu'il y a de l'eau, il y a une résistance à l'eau. Tout à fait. Il faut savoir nager, il faut vaincre ses phobies. Et déjà, vaincre ses phobies par rapport à certaines personnes, c'est quand même quelque chose. Donc si en plus de ça, il faut vaincre ses phobies et porter secours à une personne, c'est quand même différent. Et en plus de ça, la facilité que j'ai pu avoir en tant qu'homme de la mer, c'est que il y a une lecture de la mer. La mer est comme un grand livre, est comme un dictionnaire que l'on apprend à lire lorsqu'on le maîtrise, lorsqu'on le pratique. Et on va dire que cet avantage-là, je l'avais par rapport à beaucoup d'autres pompiers. Voilà. Et il suffit d'un regard sur l'eau et des fois on comprend des choses, notamment peut-être la force du courant, s'il faut s'aventurer, s'il faut arrêter le moteur du bateau à une distance afin que le bateau puisse arriver de manière douce face à la victime, ou encore s'il faut le prendre en sens contraire du courant, remonter, arrêter le moteur. Il y a pas mal de choses. C'est une plus-value. Mais c'est une sacrée plus-value quand même. D'accord. Quel a été plutôt ton parcours en tant que marin-pêcheur professionnel depuis 2007? Mon parcours en tant que marin-pêcheur, je vais te le dire en créole. Vous pouvez parler en créole. Enrôlé 2007, dis-moi tout ça, foutez poisson à terre. Oui, donc c'était ça. En quoi ton expérience de marin-pêcheur a-t-elle contribué à tes compétences en tant que sapeur-pompier, notamment pour le sauvetage nautique? On va dire que ce sont quand même des compétences indéniables. Il faut savoir que j'ai intégré les sapeurs-pompiers en 2001. En 2003 et 2004, j'effectuais quand même des compétitions en France. À cette époque-là, on avait un colonel qui était quand même très ouvert et naturellement,
un moment, je lui ai demandé la possibilité d'avoir une activité accessoire. Normalement, ça, c'était dans la loi de modernisation de la fonction publique. Donc, ça veut dire que normalement, un fonctionnaire, il peut avoir pas une, mais plusieurs activités accessoires. Et ça, c'est un dispositif réglementaire et légal. Donc, il s'ensuit une procédure. Et si vous voulez, en quelque part, ça va venir contredire ce que pensent beaucoup de Martiniquais. Tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit d'avoir une activité accessoire, ce qui est totalement faux. Je ne sais pas d'où qu'ils prennent ça. Et du coup, il y a eu une forme de contrat qui était passé entre le colonel et moi à cette époque, et qui était quand même un homme très érudit, et qui m'a dit, de toute façon, c'est pas interdit, la loi le permet. Donc je lui dis, je veux être marin-pêcheur. En plus, vous savez que j'ai un amour pour la mer, etc. Et ne voilà-t-il pas qu'il me dit, mais vous savez qu'on a besoin de personnes comme vous aussi. Bon, mais moi, je le savais aussi. Et il me dit, mais faites une demande de congé de formation. Comme ça, nous, on apprend en charge. Ça nous permet de ne pas dépenser, puisqu'à l'époque, le SDIS, lorsqu'il envoyait des personnes passer le permis bateau capacitaire, il prenait les deniers de sa poche et il envoyait les personnes. Alors que lorsque c'est moi qui demande et que je le fais en congé de formation, si vous voulez, peut-être que le SDIS prend en charge la formation, mais à un moment, il sera peut-être remboursé. Donc, ça veut dire que là, il y a un accord gagnant-gagnant. Donc, j'ai suivi la formation, j'ai effectué mes demandes, on m'a payé ma formation de marin-pêcheur, qui est le permis bateau capacitaire, qui a coûté d'une valeur de 8 000 euros. Attendez, ils vont pas dépenser 8 000 euros quand même. Sinon, on est dans une sorte d'abus de biens. S'ils n'en avaient pas besoin, on est d'accord, juridiquement, c'est pas très légal. Ça veut dire qu'ils l'ont effectué aussi dans leur intérêt. Donc j'ai réussi quand même le diplôme. Il s'agit de diplôme de la marine marchande, mais il faut tout de même savoir que pour que ce diplôme de la marine marchande là se transforme en brevet, il faut naviguer en tant que marin-pêcheur. Et là, le colonel me dit, de toutes les façons, pour l'instant, on n'a pas besoin de personne à la cellule nautique. Par conséquent, monsieur Valéjo, faites votre pêche, validez votre diplôme, et puis vous interviendrez en même temps. Et puis le jour qu'une place sera libre, que quelqu'un partira à la retraite, vous, non seulement vous aurez le poste, mais après, c'est pas illégal. Et il y a une notion juridique en droit administratif qui est fondamentale et qui permet de déroger au règlement en général ainsi qu'à la loi. C'est-à-dire que lorsqu'un fonctionnaire est autorisé à effectuer une activité dans l'intérêt du service public, cette notion-là permet de déroger. Et dans mon cas, j'ai été autorisé à pratiquer la pêche sous-marine dans l'intérêt du service public parce qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une plus-value. Titeuf, justement, Julien, tu es venu donc avec ton père. Il n'est pas très bavard, hein. Ça, je l'entends bien. Mais tu ne te déplaces jamais sans lui. Qu'est-ce qui sous-entend que tu lui voues un tel respect? Parce que beaucoup de personnes ne se déplacent plus avec leurs parents, d'accord, n'ont aucun respect pour les leurs. Pourquoi tu lui voues un tel respect? Sincèrement? Sincèrement. Parce que c'est un homme extraordinaire. En quoi est-il extraordinaire? C'est un homme à qui j'ai voulu toujours ressembler, que j'ai toujours voulu sillonner dans ses pas. Et c'est un homme aussi, lorsque j'ai pu arriver à pratiquer certaines activités avec lui, j'ai toujours voulu la chasse, la pêche, un petit peu de footing, le karaté, le tir à la carabine et autres. J'ai toujours voulu que mon père soit fier de moi. Et ça, c'est une notion qui, des fois, lorsque vous posez un genou à terre, vous vous relevez, vous marchez dans les ronces et vous vous dites jusqu'à la mort. Monsieur Valéjo, êtes-vous fier de Titeuf? Et puis je suis très fier de lui. Ça, c'est la meilleure des choses qu'on puisse entendre de son père. Tout à fait, merci beaucoup. On va parler des rencontres et des collaborations. Tu as travaillé avec des marques prestigieuses et des personnalités du monde de la plongée. Comment ces partenariats ont-ils influencé ta carrière? Bon, c'est une question un petit peu délicate. Bon, il faut dire que j'ai quand même effectué deux compétitions.
Je n'ai pas été le meilleur. J'ai pas été le meilleur parce que je ne suis pas dans mes eaux. Il s'agissait d'eau froide, d'eau trouble. Ce ne sont pas les mêmes poissons. Et en même temps, comme j'étais fonctionnaire, j'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de me préparer parce qu'il faut quand même observer les zones. Voilà, pour savoir où est-ce qu'il y a une pierre, où est-ce qu'il y a du poisson ou pas. Et encore, le SDIS, à cette époque, m'avait encore donné des congés exceptionnels afin que j'ai des jours de plus pour que je puisse effectuer des repérages. Ça s'appelle des repérages. Je me suis pas classé parmi forcément les premiers, mais pour un ultramarin qui venait pour la première fois dans des eaux froides, troubles, des poissons qu'on ne connaissait pas, j'ai attiré le regard de certaines personnes. Et j'ai eu mon premier sponsoring par rapport à quelqu'un qui vendait des palmes en carbone très prestigieuses, puisqu'à l'époque, il me semble qu'il y avait je crois des Japonais ou des Chinois qui battaient des records de nage avec ces palmes-là. Ah, super. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, il me donnait 6 paires de palmes en carbone par an. En sachant qu'aujourd'hui, ces palmes de carbone-là, en carbone-là, une paire coûte 500 €. Donc ça a commencé comme ça. Puis, il y a eu un Grec qui m'a sponsorisé par rapport à des fusils en bois, dont les fusils les plus chers coûtaient quand même 1300 €. Des fusils très prestigieux, des flèches très prestigieuses, un matériel de pointe, et avec ça aussi, il y avait un petit sponsoring avec une marque sud-africaine. Non. Voilà. Donc, cela m'a quand même... Vous savez, des fois, lorsque vous associez votre nom avec une marque prestigieuse, ça vous apporte quand même un petit plus. Vous voyez? Très certainement. Voilà. Mais dans mon cas, je suis quand même, je pense être un individu quand même assez particulier et assez spécial parce que mes sponsoring et partenariats, ils ne sont pas basés sur l'argent. C'est-à-dire qu'on me donne du matériel. Et vous savez, j'ai jamais voulu être, vous savez, porté sur l'argent parce que je pense que la passion nourrit l'âme. Peux-tu nous parler de ces expériences de tournage et de la manière dont elles ont contribué à faire connaître tes compétences? Vous savez, simplement, il s'agit de tournage. On passe par un média, on est vu un petit peu partout dans le monde, et du coup, on est connu. Bah justement, comment tu as vécu l'expérience de participer à l'émission Thalassa en 2015 et quel impact cela a-t-il eu sur ta notoriété? Mais ça a eu quand même une grande notoriété. Il est vrai aussi que j'ai été présenté au producteur par rapport à une amie, Martine. Merci Martine. Et à un moment, il y avait un choix à faire. J'ai été choisi, j'ai été honoré. Il y a eu Thalassa, il y a eu aussi un premier film par Michel Reboul qui a été très vendu dans le monde entier. Il y a eu le salon de plongée, il y a eu des émissions sur la première, entre autres. Et... Là, tu m'as un petit peu intrigué. Le salon de plongée, tu y vas toujours? Ah non. Jamais. Tu suis allé 1 ou 2 fois, c'est tout. Il n'y a rien de particulier, un salon de plongée? Oui, il y a beaucoup de choses. Mais dans mon pays, il y a beaucoup mieux dans la mer, la pêche. N'est-ce pas? Eh bien oui. Sinon, j'aurais toujours accepté de faire des compétitions en France. Oh, mais il y a de très beaux poissons chez moi aussi. Les difficultés, les leçons apprises, tu en as beaucoup, hein. Tu as eu des difficultés, tu as appris des leçons. Ton parcours semble avoir été marqué par de nombreuses collabs. Tu m'as parlé de Martine, tu m'as parlé d'Intel, tu m'as parlé de plein de personnes. Canal+, Season et autres. Et voilà, mais il y a eu beaucoup de défis. Comment tu as su gérer les obstacles et les défis de la vie? Les défis de la vie, pour les gérer, il n'y a pas 36 solutions. En créole? Quoi fait ça, les boubouins? Foutez-tu en de l'eau et puis palmer. Ça veut dire que quand tu as un souci... Il faut se battre. D'accord. Tu as pris l'eau comme exemple. Et aussi des sports de combat. D'accord. Quand tu as un souci en général, des défis dans ta vie, tu fais quoi, tu dis? Ben, on saute à l'eau et on se bat. Mais bon. C'est une façon très facile de dire les choses. Oui, mais je mens un peu. Mais c'est vrai qu'avant, il y a une petite préparation où des fois, je sais pas si on comprendra, mais j'effectue une dissociation mentale où j'arrive à sortir de mon corps et, en gros, à me programmer. Je programme tout ce que je ferai et dès que je touche l'eau, tout se déroule normalement parce qu'il y a cette programmation qui est effectuée. D'accord. Est-ce que tu peux me parler d'un moment, j'aime ça moi, d'un moment assez difficile dans ta carrière de sportif?
Difficile? Mhm. Pour toi, on dirait qu'il n'y a aucune difficulté, tout va pour le mieux. Si vous voulez, la difficulté, il faut apprendre à souffrir. Souffrir pour devenir beau. Et je sais pas comment expliquer ça, mais des fois, lorsqu'on est dans un effort et qu'on souffre, il faut arriver, encore, je parle de dissociation, de sortir de soi-même et de se motiver. Et le fait qu'il y ait cette dissociation-là, des fois, on ne ressent plus les choses. Et des fois, par moments, ça m'arrive lorsque j'ai un poisson qui est enragué dans un trou, que le courant est très fort, et des fois, j'effectue la dissociation. C'est-à-dire que des fois, je ne pense pas, et j'ai mes jambes qui se mettent à palmer, et je me prépare, et je me concentre, jusqu'à ce que j'ouvre mes yeux et que je descende. D'accord, je vois. Voilà. On en arrive bientôt à la fin de cette émission, pas encore, en votre compagnie. Tous deux, Titoff, je vais te confier 5 mots pour lesquels j'aimerais avoir ton ressenti en une phrase. Si je te dis tout de suite le mot mer, tu me dis Bleu. en une phrase. La merveilleuse mer bleue. Pas mal. Si je te dis pompier. Métier noble, mais qui par moments est souillé par certaines infractions de personnes physiques. Si je te dis le mot nature. Arborescence. Mais encore. Couleur resplendissante, verte. Naturelle. Un petit peu, hein, t'exagères, hein, tout le monde sait ça, mais bon, je voudrais... Nature. Quand je dis le mot nature, j'aimerais savoir ce que ça t'évoque. Déjà parce que... Ok, on garde celle-là, Marc. D'accord. Si je te dis, avec beaucoup de respect, si je te dis ta mère. Ma mère. Respect. Bien. Et si je te dis, pour englober tout cela, la vie. Doit être protégé. Les projets futurs, je suis sûr, il y en a beaucoup. Je te le souhaite. Tu mentionnes également des projets en partenariat avec des marques. Quelles sont tes ambitions en termes de collaboration avec ces acteurs dans l'avenir? Mes ambitions sont que je me suis quand même fait un nom et qu'aujourd'hui, malgré mon gros ventre, il y a des personnes qui acceptent de me faire confiance. Donc, il y a quand même un partenariat, en tout cas pour l'instant, qui est effectué avec Intersport. Ok. Là où commence le sport. Titoff, en quoi c'est capital pour toi de poursuivre tes activités? Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est capital pour moi de poursuivre mes activités. Je dirais qu'il est vital de recommencer mes activités. Alors, lors d'une prochaine émission, puisque tu dis qu'il est vital de continuer tes activités, tu es en cessation d'activité en ce moment, si j'ai bien compris. Alors, tu vas représenter des marques, tu me dis avoir un gros ventre, hein, c'est toi qui l'as dit. Donc, recommencer à faire du sport, si j'ai bien compris. Ouais, on va dire ça, ouais. On va essayer. D'accord. Tu vas reprendre donc tes activités, si j'ai bien compris. Et comment? D'accord. Je voudrais, lors d'une autre émission, qu'on parle de ces activités. Parce que là, on a survolé les choses avec toi ce jour. On a très peu de temps pour le faire. On a juste survolé les choses. Et je voudrais rentrer en profondeur dans ce que tu vis. Après? Bien sûr. Oui, on est d'accord. Bien sûr. Oui. C'est possible. Et comment? Mais je vais te demander, avant de clore cette émission, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait suivre ton parcours? Quelqu'un qui aimerait suivre mon parcours. Parce que parcours, il y a te concernant. Ouais, tout à fait. Je lui souhaite bien du courage. Pas que. La difficulté aujourd'hui est que
La pêche est une passion. C'est une façon de vivre. C'est un art de vivre. C'est quelque chose qu'on a en soi. Il s'agit d'un trésor précieux. Mais vous savez, des fois, lorsque vous avez un trésor que vous avez découvert, il y a beaucoup de personnes qui vont envier ce trésor-là. Mais il y a certains qui vont l'envier de manière bienfaisante. Mais il y a aussi ceux qui vont l'envier de manière malfaisante et qui chercheront à vous détruire et qui ne seront pas forcément en face de la réalité parce qu'ils n'ont pas la même expérience, le même niveau que vous. Dans mon cas, je n'ai jamais vraiment dit les choses par rapport à tous mes sponsors et les partenariats dans le monde. Donc, il faut comprendre qu'il faut vivre sa passion. Tout d'abord. Il faut accepter de le partager lorsqu'on a bon cœur. Mais il faut partager avec parcimonie. Parce que si on voit le fond de votre trésor, on risque de vouloir vous nuire et aussi profiter de vous. Ainsi va la vie. En tout cas, merci d'être venus, messieurs, dans cette émission. Elle était très courte. Merci. Mais j'ai très envie d'en savoir un petit peu plus concernant quelques problématiques que nous verrons par la suite. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci. À très bientôt. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. Prenez soin de vous, mais surtout des autres.